Bonjour à toutes et à tous. Je vais directement voilà, présenter l'intervention. L'objet de l'intervention est tout d'abord vous remercier d'être présent. N'hésitez pas à poser vos questions comme vous l'avez sans doute déjà fait lors de la précédente intervention. Je m'appelle Sébastien, je suis avocat de formation et on intervient principalement au niveau du cabinet Concilium pour assister les membres du CSE sur leur mandat au quotidien, principalement sur la sphère du droit du travail, donc sur l'aide à la négociation, à la rédaction des accords, à la défense des salariés, à comment bien mener son mandat, comment bien préparer son ordre du jour, etc. Et puis bien évidemment le volet formation. Et je suis d'ailleurs là dans une salle de formation où je viens de laisser les stagiaires quitter pour mieux prendre cette intervention. Là, on était en formation CSE Santé Sécurité aujourd'hui. Donc voilà, à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui sont en lien avec la thématique du jour, qui concerne, vous avez dû le voir, la modification du contrat de travail et la modification des conditions de travail, qui est une distinction qui est hyper importante à la fois, chers élus, pour les salariés que vous pouvez de moins assister, mais qui est hyper également importante pour vous parce que vous êtes salarié protégé. Je vais essayer de vous expliquer du mieux possible les choses. N'hésitez pas, je vois le petit chat à côté. Si vous avez des questions ou si jamais je ne devais pas être suffisamment, on va dire, cohérent, disponible là-dessus, voilà, m'expliquer, à intervenir pour que je précise mon propos. Je vous explique en quoi cette différence de terminologie est hyper importante dans le quotidien. Donc, je répète, on a d'une part ce que l'on appelle la modification du contrat de travail, et d'autre part la modification des conditions de travail. On part du principe que, en tant qu'employeur, je viens voir l'un d'entre vous, n'importe lequel, et je vous propose dans un premier temps une modification de votre contrat de travail. C'est-à-dire que je vais demander à modifier un élément que l'on appelle un élément essentiel à votre contrat de travail, que sont généralement la rémunération, le pourquoi généralement vous travaillez, la contrepartie de votre travail, qui peut également être la durée de votre travail. Vous êtes embauché à 35 heures, à 24 heures, à 38h30, etc. Est important également votre statut, les fonctions que vous occupez au sein de votre entreprise. Vous avez été engagé en qualité 2 avec les coefficients qui s'imposent, que vous pourrez retrouver dans vos conventions collectives respectives. Et généralement, on a également la forme du contrat. Est-ce que je suis recruté en CDD ou en CDI? Et le lieu. D'accord? Tout ça forme les éléments essentiels à votre contrat de travail. Et ce propos, il est très important sur le quotidien pour tous les salariés, puisque en tant qu'employeur, si je viens voir l'un d'entre vous et que je vous propose une modification d'un élément essentiel à votre contrat de travail, donc rémunération, lieu, durée, temps complet, temps partiel, CDD, CDI ou statut, le statut que vous occupez au sein de l'entreprise, je ne pourrai opérer cette modification du contrat de travail que si j'obtiens votre accord au préalable. Okay? Il ne m'est pas possible en tant qu'employeur de vous l'imposer, ça suscite votre accord, et je ne peux surtout pas vous reprocher après, notamment sur le plan disciplinaire, une faute pour avoir refusé la modification que je vous demandais. Vous ne voulez pas d'augmentation de salaire, bah soit, c'est votre problème, encore bien évidemment moins si c'est une diminution de la rémunération. Vous ne pouvez pas décider de quitter l'établissement pour lequel vous travaillez pour aller travailler pour un autre établissement. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous contraindre à passer d'un CDD à un CDI sans votre consentement. Le consentement, c'est la notion clé en matière de modification d'un élément essentiel au contrat de travail. La seule réserve que je mettrai, mais elle n'est pas disciplinaire, c'est-à-dire que ce ne serait pas une faute, c'est que si demain je ferme en tant qu'employeur un établissement et que je vous demande de quitter cet établissement pour un autre, d'accord, et que derrière vous refusez cette mutation, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Le problème, c'est que je serai obligé de vous licencier. Mais je ne vous licencierai pas parce que vous avez commis une faute. Je vous licencierai dans ces conditions pour un motif économique, puisque du coup, l'établissement, comme je le supprime, n'aura plus lieu à exister. Vous ne pourrez pas faire votre prestation de travail sur cet établissement-là, donc je serai contraint de me séparer de vous pour des motifs économiques. Mais en aucun cas, le fait que vous refusiez demain une modification d'un élément essentiel au contrat de travail peut entraîner une faute du salarié. J'espère être bien clair là-dessus. Deux petites réserves en ce qui concerne le lieu.
D'accord? Je vais m'auto-censurer, en fait. Dans le premier cas, le lieu, il existe ce que l'on a, appelé en jurisprudence le bassin d'économie géographique. Grosso modo, si vous avez 2 établissements qui sont séparés de quelques kilomètres, mais qui restent dans le même bassin d'activité géographique économique, on conviendra que c'est, même si ce n'est pas vraiment le même lieu où vous allez travailler, les juges considèrent que c'est le même lieu. D'accord? Exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, dans la région lyonnaise et on vous dit vous allez travailler du côté de Saint-Priest ou de Vénissieux, on est à quelques kilomètres de Lyon, on viendra dire c'est le même bassin économique, c'est comme si vous travailliez au même endroit. Ok? Deuxième observation, et qui est hyper importante pour la suite de mon propos, c'est que les employeurs peuvent insérer dans le contrat de travail des salariés ce que l'on appelle une clause de mobilité. Clause de mobilité sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Avant, on va voir ce qui se distingue des modifications des éléments essentiels au contrat de travail. On va voir la modification des conditions de travail cette fois-ci. Les conditions de travail. Ah, je vois une première question, si je me permets, hein, du coup, Oui, Émeric, comme allez-y. je n'entends pas les. Voilà, c'est l'Île-de-France. Est-elle considérée comme un bassin géographique compte tenu de son étendue? Alors, c'est une excellente question. La question voilà, de l'Île-de-France, elle est un petit peu particulière. Parfois même, on considère que d'un arrondissement à l'autre au niveau de Paris, on n'est déjà plus dans le même bassin économique tellement la zone est effectivement étendue. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse et anecdote illustrée, hein, on a l'un des CSE avec lesquels on travaille qui est en région parisienne du côté de Vélizy, Vélizy-Villacoublay, et qui est en train de déménager du côté de Saint-Ouen. On est sur une trentaine de kilomètres et on passe de la banlieue sud-ouest de Paris à la banlieue nord-ouest. 30 kilomètres, on habite dans une autre région que celle de Paris, on se dit, bon, ça va, c'est pas très loin. En région parisienne, c'est 1h30 de plus de transport pour s'y rendre et ça rend la chose très compliquée. Donc là, on est effectivement, la notion de bassin géographique, elle va être différente et toute l'Île-de-France ne constitue pas un bassin géographique, on en a plusieurs. Le problème, c'est que la loi n'est pas précise sur la définition du bassin géographique et que ce sont les juges, quand l'affaire est portée devant les tribunaux, qui, au cas par cas, viennent dire on est dans le même bassin, on n'est pas dans le même bassin. Donc voilà, il faut voir si on est sur quelque chose d'abusif ou pas. D'accord? J'espère avoir répondu, Oriane, à la question qui était posée. Sur la modification des conditions de travail, donc, là, on touche à complètement autre chose. On touche à ce qu'on appelle le pouvoir de direction de l'employeur. Là, on parle d'un employeur qui vient voir l'un d'entre vous, salarié, pour vous demander de modifier votre planning, de modifier, de changer le service auquel vous appartenez. On vous demande également d'ajouter des tâches de travail à celles qui sont les vôtres. Souvent, il y a un réflexe qui est celui de dire « Ah non, mais moi je ne fais pas parce que ce n'est pas dans ma fiche de poste », c'est malheureusement juridiquement un argument qui n'est pas valable. Tant que la tâche qu'une direction me demande d'exécuter rentre dans les fonctions pour lesquelles j'ai été embauché, c'est-à-dire dans les fonctions statuts qui font partie justement des éléments essentiels au contrat de travail. Mon statut, mes fonctions, je dois exécuter les tâches, même si à la base, au départ, je ne les faisais pas. Mon employeur peut me demander de les faire. Changement de tâche, changement de planning, changement de service, tout ceci, ce sont des modifications de conditions de travail. Et cette modification des conditions de travail, l'employeur peut me les imposer. Il est possible de me dire, non mais en fait, il peut avoir la gentillesse, la politesse, d'accord, de me la proposer, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut me l'imposer. D'accord? Et que si je refuse cette modification d'une condition de travail, que je refuse la modification de planning qu'il me propose, ou que je refuse un changement d'affectation ou d'effectuer une tâche alors qu'elle rentre dans le statut pour lequel j'ai été embauché, je peux, sur le plan disciplinaire, me faire sanctionner. D'accord? C'est une faute disciplinaire et elle pourrait aller jusqu'au licenciement. J'apporte encore une fois les réserves, vous savez, c'est les juristes, hein, ils apportent des exceptions au principe à tour-larigot. Une des exceptions à ce principe-là sur le planning, c'est quand même de respecter un délai de prévenance suffisant sur le changement de planning. D'accord? Elles dépendent généralement des conventions collectives. Si vous êtes à temps partiel, c'est sûr, c'est légal, c'est fixé. Un changement de planning, c'est au moins 7 jours. L'idée étant bien évidemment que vous avez
vous avez une vie perso, vous avez une vie familiale et que les changements incessants de planning de dernière minute ne peuvent pas affecter votre vie privée, votre vie familiale. OK ? Sinon, derrière, dès lors que le délai de prévenance est respecté, bah, vous êtes contraint de respecter la consigne que vous donne l'employeur. C'est une direction. Idem pour les horaires de nuit. Alors, c'est dommage que je n'ai pas le son, du coup, parce que j'aurais voulu peut-être un propos là-dessus. Alors, même si je pense avoir compris la question, c'est si on me fait passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, par exemple, d'accord? Alors que j'étais, c'est ça, salarié de nuit à la base. Alors ça, c'est différent. On est sur une modification, pour le coup, d'un élément essentiel au contrat de travail, puisque le travail de nuit est un statut, est une fonction. D'accord? Et donc, si je passe quelqu'un d'un horaire de nuit à un horaire de jour, j'affecte nécessairement sa rémunération et le statut qu'est le sien. Et donc, comme la rémunération et le statut sont des éléments essentiels au contrat de travail, un passage d'heure de nuit à un passage de jour suppose en fait l'acceptation, l'accord du salarié pour qu'il soit imposé. Ce qui est différent, encore une fois, exception du principe, ce qui est différent si je suis salarié posté. Si je suis salarié posté, je peux indifféremment travailler de matin, de jour, de soir, de nuit. Okay, donc le fait qu'on change mon planning n'affecte pas ma rémunération ou ma manière de travailler. C'est le même travail, c'est juste un changement de planning. Par contre, me faire travailler d'un travailleur de nuit qui ne travaille qu'exclusivement en nuit, en jour, ça impacte et mon statut et ma rémunération. Donc ça ne peut pas se faire sans l'accord du salarié. Ça marche ? Ouais, très bien, merci. Je rétropédale. Tout à l'heure, je vous ai présenté la clause de mobilité. La clause de mobilité, je vous ai dit qu'elle pouvait être incluse dans votre contrat de travail et j'ai presque envie de dire, il y a plus en plus de contrats de travail où les services RH ou les directions mettent cette clause de mobilité en place et que l'on signe, de fait, parfois sans trop regarder ou sans trop en voir les incidences avec son avenant ou avec son contrat de travail. Cette clause de mobilité, puisque je vous l'ai dit, hormis le bassin géographique dont on discutait tout à l'heure, le lieu est un élément essentiel au contrat de travail et je ne peux me voir changer de lieu de travail sans mon accord, sauf s'il y a une clause de mobilité dans le contrat de travail. L'incidence juridique de la clause de mobilité, c'est de faire du lieu de travail, qui est un élément essentiel au contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, une simple condition de travail. C'est-à-dire qu'en acceptant la clause de mobilité, j'ai accepté par avance le fait que je pouvais changer d'établissement, dans tout établissement éventuellement français, dans une région ou même dans le pays, je pouvais être affecté dans n'importe lequel des établissements pour demain aller y travailler de façon permanente. En pratique, ça veut dire je prends femme, mari, enfant, je fais mon pactage, je déménage et je vais habiter là où on m'envoie pour travailler. Et je ne peux pas refuser cette affectation parce que j'ai une clause de mobilité qui peut m'envoyer travailler dans n'importe lequel des établissements de l'entreprise. OK ? Donc, c'est-à-dire que normalement, le lieu, qui est un élément essentiel au contrat de travail, ne devient qu'une simple condition de travail par le jeu de la clause de mobilité. Ce qui fait que si je n'ai pas de clause de mobilité, je peux refuser l'affectation sans craindre de la part de ma direction qu'elle ne me sanctionne. En revanche, si j'ai une clause de mobilité, cette mobilité étant une condition de travail, si je la refuse demain, je peux me faire sanctionner, la sanction pouvant d'ailleurs aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Ça a déjà été jugé. Donc vous voyez que la différence de modification qu'on peut apporter sur mon quotidien, selon le qualificatif qu'elle emprunte, selon que c'est un élément essentiel au contrat de travail ou une condition de travail, on ne la gère pas de la même façon. Et ça fait partie un petit peu du job de l'élu que de pouvoir éventuellement renseigner un salarié qui viendrait dire écoutez, moi je ne suis pas content, je viens vous voir parce que mon responsable, mon chef de service, mon manager me demande un changement de planning. Si les délais sont respectés, malheureusement, le changement de planning s'impose. D'accord ? Si derrière on me demande de passer en CDD en CDI, si je veux rester en CDD, ce qui peut être le cas, il y a des salariés qui aiment bien jongler d'un CDD à l'autre puis changer d'entreprise, on ne peut pas le contraindre à passer en CDI. Il va au terme de son CDD et c'est comme ça, derrière, il changera de mission. C'est d'autant plus étonnant, il y a de la jurisprudence sur le sujet, sur la rémunération. La rémunération, et ça c'est assez surprenant, mais il faut bien l'avoir en tête, c'est qu'une rémunération, un changement de rémunération implique l'accord du salarié. Alors ça paraît évident quand l'employeur nous propose de diminuer notre rémunération,
D'accord? C'est normal que je donne mon accord, surtout mon désaccord au fait qu'on diminue ma rémunération, mais c'est beaucoup plus surprenant quand il s'agit d'une augmentation de la rémunération, puisqu'on a tendance, les augmentations de la rémunération, à les prendre pour acquises sans qu'il y ait forcément l'accord. Même certains employeurs disent, bah, tiens, je vais récompenser des salariés et je vais leur faire une augmentation collective ou individuelle avec une enveloppe individuelle. Sauf que si je n'ai pas recueilli l'accord du salarié à cette augmentation de salaire, je suis en faute. Et il y a de la jurisprudence sur le sujet où ça peut paraître encore une fois surprenant, mais où un salarié a attrait devant le Conseil des prud'hommes son employeur parce qu'il avait contraint ce salarié à une augmentation de salaire qui n'avait pas été consentie. L'impact et la preuve du préjudice qu'avait démontré le salarié en justice, c'est que cette augmentation de salaire, non seulement lui avait fait changer de tranche fiscale, mais en plus avait eu comme conséquence de le priver de certains droits sociaux, notamment CAF. Et en réalité, bah, il touchait moins d'argent pour lui en net à la fin du mois parce qu'il avait une augmentation que parce qu'il n'en avait pas, que s'il n'en avait pas eu. D'accord? Ou elle avait été, cette augmentation, moins importante ou au contraire plus importante. En fait. Donc, même une augmentation de salaire, du coup, ça se négocie et il faut un accord. J'ai une petite question d'Oriane. En cas d'augmentation, est-ce que l'employeur a le droit de demander qu'on n'en parle pas dans l'entreprise? Alors, comment dire? C'est possible, d'accord, mais j'ai envie de dire, mais c'est parce que j'ai le cerveau mal monté, d'accord, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi parce que c'est un peu suspicieux, quoi, d'accord, le fait qu'on n'en parle pas. Là, vous savez, il y a un principe en droit du travail qui veut que à travail égal, salaire égal. Ça ne dispense pas qu'il y ait des disparités de revenus entre personnes parce qu'elles n'ont pas les mêmes diplômes, pas la même ancienneté, etc. Mais si on est dans les mêmes conditions d'âge, mêmes conditions d'ancienneté et qu'on fait exactement le même travail, il n'y a aucune raison que je n'ai pas le même salaire que la personne. Donc une augmentation qui serait faite en disant bah, ce serait bien que tu n'en parles pas trop dans l'entreprise, j'ai le droit de penser que je suis un peu privilégié derrière et que j'ai eu une augmentation que les autres n'auront pas, mais peut-être que cette augmentation, du coup, si on ne veut pas qu'elle fuite, c'est parce qu'il y a une inégalité de traitement, peut-être une discrimination que j'essaye surtout pas d'éveiller auprès des autres personnes. C'est pas interdit, c'est suspicieux, d'accord? Mais voilà, peut-être que j'ai pas de raison que j'ai des mauvaises raisons de l'être suspicieux, d'accord? La pratique m'a démontré que j'avais souvent la bonne raison de l'être, mais voilà, soyez vigilants là-dessus. En tout cas, il n'y a rien qui l'interdit, il n'y a aucune interdiction dans le code du travail. OK? Voilà. Si Oriane, vous êtes plus côté CSE, bah voilà, soyez vigilante. Si vous êtes plus côté éventuellement côté RH ou employeur dans les fonctions qui sont les vôtres, voilà, peut-être que vous allez m'infirmer ou me confirmer que c'est peut-être pour privilégier un salarié que cette démarche est faite. Et généralement, on aboutit sur soit une inégalité de traitement, soit une discrimination. D'accord? Sinon, si c'est une égalité de traitement et que tout le monde est logé à la même enseigne, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison de le garder secret puisque tout le monde en bénéficiera, quoi, en fait. Quoi, d'accord? Voilà, j'espère avoir été clair sur le sujet, notamment sur la clause de mobilité, puisqu'il y a de plus en plus de salariés qui ont des clauses de mobilité. Oriane, CSE. Donc voilà, CSE, suspicieux. D'accord? Ça rime, mais voilà. J'ai une autre question. En tant qu'élu, peut-on demander un audit pour s'assurer de l'alignement de notre salaire par rapport à nos collègues? Alors, la réponse est oui. Vous avez la possibilité, dans le cadre notamment de la consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail, vous avez la possibilité de diligenter une expertise qui est, je le rappelle, intégralement prise en charge par l'employeur, les 100% à la charge de l'employeur. Et la consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail étant tellement vaste, le premier sujet que va vous demander l'expert, c'est vers où vous souhaiteriez que l'on dirige plus ou moins notre expertise de façon à rédiger la lettre de mission à envoyer à l'employeur. Je peux dire, ben voilà, on a des suspicions, notamment si vous avez la B2S, je mets un peu des guillemets sur la B2SE parce que voilà, tout le monde ne l'a pas, puis quand on l'a, elle n'est pas toujours accessible, puis quand elle est accessible, elle n'est pas toujours complète. Enfin, c'est un vrai ramdam, la B2SE pour bon nombre d'élus et de CSE. Mais si tant est que j'ai accès et que je vois qu'il y a des éléments de disparité, puisque je suis censé avoir les salaires par ancienneté, par sexe, par catégorie professionnelle, par âge, tout ça peut aboutir, au fait, pour moi je regarde ma situation, qu'il pourrait y avoir des inégalités de traitement. Je peux demander à l'expert, lorsqu'il fait
son expertise sur la politique sociale, de vérifier, on va dire, le bon alignement des salaires de manière générale dans l'entreprise. Si jamais il venait à résulter de l'expertise que ce sont les élus, délégués syndicaux et autres mandatés qui seraient soumis à une inégalité de traitement, on est au-delà d'une inégalité de traitement puisqu'on serait dans le cadre d'une discrimination pure et dure là-dessus. En tout cas, Emma, c'est parfaitement possible de le faire. Je vous suggère plus que l'audit de faire une expertise. L'audit, si c'est vous qui la diligentez, elle suppose et l'accord du salarié, de l'employeur, pardon, et l'accord de l'employeur, et en plus, elle est à votre charge, là où, dans le cadre de l'expertise, elle s'impose à l'employeur et c'est lui qui la finance. OK ? En espérant avoir répondu à votre question. Du coup, si je n'ai pas trop de questions sur si l'employeur paye l'expert, est-il neutre? Alors oui, il est neutre, Emma, obligatoirement. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vous qui le choisissez. D'accord? C'est comme les organismes de formation, Autopromo Concilium, d'accord? Mais c'est-à-dire que l'employeur, même sur les formations qui sont financées par lui, ça reste les élus qui choisissent leur organisme de formation. L'expert, c'est pareil, c'est lui qui paye, mais c'est vous qui choisissez votre organisme. Et comme généralement l'expertise, vous la diligentez en amont d'une réunion plénière et que vous appelez l'expert, que vous discutez avec lui, que parfois vous le rencontrez, généralement la confiance, elle se met en place. Si vous êtes en état de confiance, il fait sa lettre de mission, vous la votez en réunion plénière du CSE et l'expertise s'impose et elle sera en toute neutralité, quand bien même c'est l'employeur qui la paye, parce que c'est vous qui la choisissez. Ne vous faites surtout pas imposer un expert, un audit ou un organisme de formation. Ce sont les élus qui décident. Vous êtes, en tant que CSE, une assemblée délibérante, c'est vous qui votez. Vous êtes une mini-assemblée nationale, un mini-conseil municipal, en fait, d'accord ? C'est, le président, c'est le maire ou le président de l'Assemblée nationale, mais à la fin, il y en a à l'Assemblée nationale potentiellement 576 qui sont contre le président de l'Assemblée nationale, quoi, en fait. Donc, lui contre vous, il perd à chaque fois, donc c'est vous qui choisissez. J'espère avoir répondu à la question posée, Emma. S'il y a des questions ou si je n'ai pas été clair sur la différence entre modification du contrat de travail et modification des conditions de travail, s'il n'y a pas de questions, je passe à la suite et j'en viens à un élément clé de cette intervention, c'est le fait que vous soyez membre du CSE ou délégués syndicaux. Ah, pardon, j'ai une petite aparté avant de Paul. Où trouver un expert? Bonne question. Les experts, elles se trouvent, vous les trouvez sur Internet. D'accord? Attention, ça doit être des experts alors, sur tout ce qui est politique sociale, sur tout ce qui est situation économique. Généralement, ce sont des experts comptables qui ont pour partie choisi de diligenter une partie de leur mission à l'expertise des CSE. Pour ceux qui sont santé et sécurité, c'est un autre débat, mais c'est pareil, ils sont habilités. En fait, vous vous rapprochez de votre direction régionale de l'inspection du travail, de la DRETS, et vous avez une liste, comme les OF, qui sont référencés, où les experts CSE sont habilités et enregistrés. D'accord? Donc, tout simplement, auprès de votre inspection du travail, et puis sinon auprès d'Internet. Vous n'êtes pas obligé de prendre un expert ou un organisme de formation du lieu de votre département ou de votre région. Parfois, j'ai des personnes qui craignent qu'il y ait des connivences entre l'employeur et des experts ou des OF parce qu'ils sont de la même ville et puis que parfois, même dans les plus grandes villes, ça reste parfois des échanges de connivence. Donc, vous pouvez parfaitement prendre quelqu'un de l'autre bout de la France pour être sûr qu'il soit complètement neutre et indépendant. Voilà, ces experts, en tout cas, vous les trouvez sur les listes, sur les différents sites ou auprès des différentes inspections du travail, auxquelles vous dépendez ou pas. Ça marche? J'espère avoir répondu à la question. Je me sens tout seul, j'entends pas Imric, en fait, ça fait tout trissonner, je sais pas pourquoi j'ai perdu le son, mais tant pis, je continue, et donc j'en arrive au point clé d'intervention, c'est pour vous, membres du CSE ou salariés protégés, vous savez que la protection des élus, elle va au-delà des simples membres du CSE. On a les membres du CSE. Et ce que je vous dis, attendez, je répondrai de rien pour Paul et je répondrai à la Maison de Pierre dans quelques instants. Juste pour rappeler la protection, les élus protégés, ce sont bien évidemment les membres du CSE, mais ce sont également les délégués syndicaux, représentants de sections syndicales. Vous avez les conseillers du salarié, les défenseurs syndicaux, les conseillers prud'homales et vous avez même les élus locaux.
D'accord? Donc, si jamais au sein de votre entreprise, vous aviez un salarié qui exerce un mandat d'élu local dans son petit village de 300 âmes, il est salarié protégé parce que généralement, ils siègent en même temps dans les conseils de communauté d'agglo et peuvent être amenés à prendre des décisions politiques, urbanistiques qui peuvent impacter l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Donc, l'idée, c'est de les protéger. Et donc, je vais lire juste la question de la Maison de Pierre. Lorsque la structure dépend d'une fondation, est-ce à la structure de payer la formation des délégués ou est-ce la fondation qui est employeur? Alors, la question est bonne. On dévie un peu du sujet, mais c'est important que je réponde à cette question-là. Sur la formation des élus, vous avez en réalité deux formations obligatoires. Vous avez la formation CSE avec, on va dire, spécialisée sur les prérogatives santé-sécurité du CSE, qui est financée intégralement par l'employeur. Et là, il n'y a pas de négociation possible. C'est une disposition d'ordre public, c'est l'employeur qui paye. Et cette formation, désormais, elle est de 5 jours pour les élus dont c'est le premier mandat, et elle est de 3 jours pour les élus qui sont renouvelés dans le mandat CSE. Donc vous avez au moins 3 jours de formation, et cette formation se fait à chaque renouvellement de mandat. D'accord? Et vous avez une formation économique à côté. Donc ça reste une formation CSE, mais sur les prérogatives économiques du CSE, vous allez apprendre à gérer votre budget, vous allez apprendre à lire un bilan d'entreprise, vous allez déclencher des droits d'alerte économique, enfin tout ce qui a attrait à l'économie et plus aussi par voie d'incidence au social. Et cette formation-là, normalement, elle est financée sur le budget de fonctionnement du CSE. Donc c'est le CSE qui se paye cette formation, à moins que vous ayez négocié en interne un accord différent ou que l'employeur s'engage à vous la financer. Donc, c'est-à-dire que, sauf accord, c'est le CSE qui la paye sur son budget de fonctionnement. La deuxième, avec accord, ça peut être l'entreprise. OK? En tout cas, la fondation étant employeur, c'est elle qui paye la formation santé-sécurité du CSE et la formation, le volet économique, c'est le CSE lui-même, à moins qu'il y ait un accord qui dise le contraire. Du coup, je reviens à mon propos, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc, voilà, elles sont toutes pertinentes. Sur ce distinguo donc, entre la modification des éléments essentiels au contrat de travail et la modification des conditions de travail, vous l'avez compris pour résumer le propos, c'est il me faut l'accord du salarié et je ne peux rien faire sans l'accord du salarié quand il s'agit de modifier un élément essentiel au contrat de travail. En revanche, s'il s'agit de modifier une simple condition de travail, l'employeur, moyennant parfois un délai de prévenance à respecter, peut imposer ce changement sans que derrière, le salarié ne puisse refuser cette mission-là. Et si jamais il venait à le refuser, il pourrait être, ce salarié, sanctionné. Maintenant, voilà, il y a une exception à ce principe-là, ce sont les salariés protégés, dont je vous ai dressé la liste il y a quelques instants. Le Code du travail vient nous dire, et je reprendrai l'exemple de la clause de mobilité pour vous prouver l'importance de ce propos-là, le Code du travail nous dit qu'en ce qui concerne les salariés protégés, en fait, qu'il s'agisse d'une modification d'un élément essentiel au contrat de travail ou qu'il s'agisse d'une modification des conditions de travail, dans les deux cas, il faut l'accord du salarié. Dès lors que vous êtes salarié protégé, une simple condition de travail ne peut pas vous être imposée en tant que salarié protégé. L'employeur doit obtenir votre accord, votre assentiment en fait à la modification de cette condition de travail. Généralement, petit aparté là-dessus sur la modification des éléments essentiels au contrat de travail, généralement l'employeur s'arroge la preuve de votre consentement en faisant un avenant au contrat de travail. Sur les conditions, il n'a pas besoin, il exécute. Sur le salarié protégé, pourquoi vous bénéficiez de cette protection-là? Parce que souvent, quand on parle de la protection de l'élu, on pense tout de suite que l'élu est protégé contre le licenciement. Ce qui est vrai, mais ce qui est très largement insuffisant comme manière de voir. Vous êtes protégé contre toutes les causes de rupture de contrat de travail et vous êtes protégé tout au long de votre contrat, quand bien même aucune rupture serait envisagée. Et ça, c'en est une de protection. On vient nous dire que dès lors que la modification des conditions de travail d'un élu vient impacter l'exercice de son mandat, eh bien celui-ci, il est en droit de refuser la modification d'une condition de travail. Et je prends la modification de la condition de travail la plus importante aujourd'hui et celle qui potentiellement impacte le plus négativement l'exercice du mandat de l'élu, c'est la clause de mobilité. Puisque par le jeu de la clause de mobilité, je peux vous envoyer dans n'importe lequel des établissements potentiels que je possède en tant qu'employeur en France. L'idée pourrait être derrière de se dire,
Bien sûr, je le clamerai jamais haut et fort en tant qu'employeur. Mais dans ma tête, je pourrais me dire, tiens, celui-ci, il essaye de me chercher des poux, il parle un petit peu trop, il a l'air d'être conseillé et bien conseillé derrière, il a visiblement été bien formé, d'accord? Et donc, du coup, il commence un peu à me courir sur le haricot, cet élu. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour m'en débarrasser? Je vais me dire, bah, tiens, je vais l'enlever de l'entreprise où il travaille ici et où il y a éventuellement 500, 600 salariés. Et puis, je vais l'enlever, tiens, on va dire, moi je suis en Antibes là, en ce moment en formation, je vais l'enlever d'Antibes où il y a le soleil et où c'est sympa, et puis je vais l'envoyer dans le fin fond de la Creuse pour pouvoir voilà, faire ses missions là-bas où il n'y a plus que 25 salariés. On voit bien que le mandat est complètement impacté, puisque là où il y a le siège social et toutes les décisions sont prises, j'en suis écarté. Là où il y a 350 salariés, dont notamment ceux qui m'ont traditionnellement élu, eh ben, on m'envoie ailleurs et on m'envoie dans un établissement qui est beaucoup plus petit et où je ne suis pas connu. Donc mon mandat va clairement être impacté. Le seul moyen de revenir éventuellement sur le lieu du siège social, c'est de prendre du temps de délégation pour pouvoir aller voir ce qui se passe au siège là où j'ai été élu. Mais selon les kilomètres, eh ben, le temps de délégation, vous allez passer en voiture ou en train simplement pour faire des déplacements, s'il n'y a pas d'accord qui prévoit autre chose. Et donc, du coup, ben, votre mandat, il est clairement impacté, que ce soit sur la délégation, sur la représentativité, sur les salariés que vous défendez. Et donc, en fait, l'employeur pourrait utiliser son pouvoir de direction pour impacter de manière négative l'exercice de votre mandat. C'est pour ça que pour vous, élus membres du CSE, qu'il s'agisse d'une modification d'un élément essentiel au contrat de travail ou d'une simple modification des conditions de travail, votre accord est nécessairement requis. L'employeur ne peut pas vous l'imposer sans vos consentements. Ce serait la même chose pour des changements de planning, par exemple. Ce serait tellement facile de modifier votre planning de manière assez régulière pour que derrière, je vous empêche de faire votre mandat. D'accord? Ça, les modifications de planning, il y a des boîtes. J'ai lu tout à l'heure une fondation, la Maison de Pierre, je ne sais pas de quelle fondation il s'agit, mais souvent dans les fondations, principalement quand il s'agit comment dire, d'accompagnement de personnes en situation de handicap, par exemple, ou d'établissements scolaires, souvent les plannings changent. Donc déjà, quand on est salarié, classique, normal du quotidien, c'est déjà un peu embêtant. Les changements de planning, c'est jamais vraiment simple à gérer, ne serait-ce que pour la vie personnelle. Mais alors, quand on est élu, je dois gérer, en plus de mon taf, je dois gérer ma vie de famille et mon mandat. Et changer tout le temps les horaires, bah, ça peut compromettre un rendez-vous que j'avais fixé avec un expert comptable, un avocat, un rendez-vous avec un prestataire pour les activités sociales et culturelles, ou une réunion préparatoire que j'avais décidé de faire avec les autres élus. Donc, toute modification des conditions de travail suppose votre accord, et c'est par là que commence déjà la protection des élus. J'ai une petite question. Est-ce qu'un membre du CSE peut accepter la modification et démissionner du CSE s'il le juge nécessaire? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Un membre du CSE peut accepter une modification. Un membre du CSE peut accepter toute modification qu'il souhaite, que ce soit d'un élément essentiel au contrat de travail ou d'une condition de travail. Hein. Je ne vous incite pas à vous opposer aux modifications qu'on pourrait vous proposer au niveau de la direction. Je dis juste que vous avez la possibilité de le faire. Et démissionner du CSE, si le juge nécessaire, vous êtes libre de démissionner aussi. Je ne vois juste pas trop la corrélation entre l'un et l'autre. S'il y a possibilité comment dire, de préciser le propos, mais en tout cas, je peux accepter une modification et démissionner du CSE. Je peux également accepter la modification et continuer mon mandat de CSE. Hein. Je ne suis pas obligé de démissionner. Le temps, Oriane, que vous précisiez votre propos, je regarde Emma. Dans le cas d'une modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié protégé. L'employeur, manager ou RH. Alors, excellente question, Emma. L'employeur, c'est un employeur avec un grand E, d'accord? C'est-à-dire que l'employeur, c'est celui qui est mon responsable direct, mon N+1 en fait, d'accord? Mon N+1, comme bien même lui, il a son propre N+1, voilà, c'est lui qui va avoir autorité sur moi et qui va éventuellement me proposer l'augmentation de salaire, enfin voilà, ou ça peut être directement au N+2 si le N+1 n'en a pas eu la délégation de compétences, mais c'est celui qui est habilité à me proposer une augmentation de salaire, une diminution de salaire ou un changement de statut, de poste ou de fonction. Donc, c'est celui qui a ce pouvoir de direction sur moi. Généralement, traditionnellement dans les entreprises, c'est le N+1 direct, quoi, en fait. Hein. D'accord? C'est pour ça que je suis un grand fervent. Je me bats depuis des années là-dessus auprès du ministère du Travail. Mais je ne suis qu'une petite voix que personne n'entend, quoi, d'accord? Mais j'aimerais que cette formation qui est obligatoire pour les membres du CSE le soit également pour la direction et les managers, parce que manager des IRP,
diriger des instances représentatives du personnel, c'est un job à part entière qui est différent de celui d'un salarié, qu'on dira de manière pas très classieuse, d'un salarié lambda, d'accord, mais un manager, parfois, déjà de vous voir partir en heure de délégation, c'est pas toujours simple, mais derrière, de s'entendre refuser une modification de planning, ça les rend fous, les managers, des fois, quand ils ne savent pas. C'est pour ça que pour pouvoir manager les IRP, il faut connaître les possibilités que le membre du CSE a de refuser ou de ne pas refuser ce qu'on lui propose. Et ça, il y a des vraies incompréhensions qui souvent sont génératrices de crispation parfois dans les relations entre salariés protégés et management. Le pire étant quand ces problématiques sont cristallisées au sein du CSE, ce que j'ai déjà pu voir quand le manager lui-même et le salarié sont tous les deux membres du CSE, quoi, en fait, quoi, d'accord. Du coup, ça peut être parfois un peu compliqué. La précision d'Oriane avant de revenir sur la maison de Pierre. Oriane, s'il trouve plus de bénéfices avec la modification proposée par l'employeur et qu'il estime ne plus pouvoir assurer son rôle au sein du CSE, c'est possible, hein, c'est parfaitement possible. Si j'accepte la modif et que derrière je me dis, bah voilà, en acceptant cette modification qui peut être par exemple, je pense que c'est ce à quoi vous pensez, Oriane, peut-être que je m'immisce un peu dans votre tête, mais vous me dites si j'ai faux, mais ça pourrait être par exemple, voilà, je passe d'un statut employé à un statut agent de maîtrise ou cadre, qu'on me propose une modification et puis derrière je me dis, bah ouais, je l'accepte, je peux me trouver moins légitime potentiellement en CSE. Alors ça n'empêche pas de garder le mandat. Vous serez toujours, même si demain je change de cadre, toujours considéré au regard du CSE comme étant élu du collège ou le jour de l'élection, en fait, hein, où j'ai reçu les suffrages. Mais derrière, je peux me dire, ouais, mais du coup, en tant qu'agent de maîtrise ou en tant que cadre, je me trouve un petit peu moins légitime à représenter les employés puisque j'étais cadre. Et donc, du coup, je peux me dire, voilà, me sentant moins légitime, je préfère laisser ma place à quelqu'un. C'est parfaitement possible. À titre perso, je vous dirais, c'est dommage. J'ai déjà vu des cadres qui défendaient parfois des employés bien mieux que les employés eux-mêmes. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais si vous vous sentez, en tout cas, en perte de légitimité, en tout cas, vous avez l'impression que vous assurerez moins votre rôle, enfin voilà, je préfère un CSE qui perd un membre, mais qui fonctionne bien, que quelqu'un qui ne se sente pas à l'aise au sein de l'instance à défendre des intérêts qui sont plus communs aussi. Hein. Donc, c'est parfaitement possible et je vois le tout à fait. Donc, j'ai cerné le truc. Donc, c'est impeccable. Je reviens à la maison de Pierre avant de revenir sur Emma. Je n'ai pas entendu la réponse à la question. Ah, d'accord. Donc, du coup, la question était laquelle ? La réponse, donc la question, c'était le financement des formations. La réponse, c'est la formation de 5 jours ou de 3 jours, suivant que je suis élu pour la première fois ou renouvelé dans mon mandat sur la santé et sécurité. Elle est financée par l'employeur, quoi qu'il arrive. On ne peut pas me le faire peser sur ma tête en tant que membre du CSE. La formation économique, qui est la deuxième formation obligatoire qui doit être suivie par le CSE, elle est financée, sauf accord, sur le budget de fonctionnement du CSE. D'accord ? Avec un accord, l'employeur pourrait prendre le relais du paiement, mais sans accord, c'est sur le budget de fonctionnement du CSE, ce qui parfois est problématique quand on est une petite structure de 50-60 salariés, puisque le budget de fonctionnement n'est pas gras et que la formation elle-même peut s'avérer parfois coûteuse. J'ai une question d'Emma. Si on refuse une modification, ça bouge, si on refuse une modification et que le manager refuse notre refus, quelle est la suite? Donc, je refuse une modification et il refuse le refus. Donc, du coup, il m'impose la modification d'une condition de travail que je ne souhaite pas. D'accord? Mes recours, il y en a plusieurs. Soit on peut passer par la voie hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va les faire traiter le point par le supérieur du supérieur s'il y en a un. Après, il y en a toujours un au sommet de la pyramide qu'il faut aller voir à un moment donné pour départager en lui rappelant le statut d'élu protégé que l'on est. Deuxième possibilité, c'est celle éventuellement, c'est un recours un peu moins glamour, puis qui, pareil, a un temps un petit peu, mais c'est celui de contacter l'inspection du travail, puisque l'inspection du travail, vous savez, c'est un délit d'entrave, le fait de vous imposer une modification des conditions de travail sans votre accord. Donc, on pourrait saisir l'inspection du travail d'une demande délit d'entrave. Donc, envoyer un mail, refuser la mission dans le premier temps, obtenir la réponse de l'inspection du travail. Vous pourriez également aussi, si vous êtes dans vos CSE respectifs, mais en tout cas pour celui d'Emma, accompagné par un cabinet juridique, par exemple, sur des questions de droit du travail, demander à ce que le cabinet vous rédige une petite note d'intervention avec les articles du Code du travail qui vont bien, puis la jurisprudence, à opposer au manager en disant non, regardez, c'est moi qui ai raison, voilà la chose, et puis essayer de résoudre des choses à l'amiable. Mais si à un moment donné, il n'y a plus d'écoute et qu'il y a forcing, il n'y a pas d'autre choix que de saisir l'inspection du travail.
J'ai une question. Lorsque des délégués se déplacent pour des actions sociales, ce temps est-il décompté des heures de délégation, ce que nous ne faisons pas ce jour? Alors, tout ce qui est social, tout ce qui est déplacement, donc je pense, quand on entend action sociale, pour tout ce qui est activité sociale et culturelle, donc aller rencontrer Mickey pour faire un voyage Euro Disney ou aller voir différents prestataires, tout ça, normalement, se fait sur du temps de délégation, d'accord? Donc, il faut que vous le comptabilisiez sur votre temps de délégation. Après, il peut y avoir des largesses de l'employeur, double largesse, une qui dit bon, je compte pas trop, je regarde pas ce qu'ils prennent les délégués, et même s'ils ne déclarent pas, on est dans une bonne ambiance et ça peut exister. Donc à ce moment-là, j'en profite et puis je le fais. Et ça peut être aussi l'employeur qui vient dire si c'est pour la gestion des activités sociales et culturelles, ne le décomptez pas des heures de délégation. Dans quel cas, ce sont dans les deux cas deux grandes largesses, quoi, en fait. Abusez-en, profitez-en, mais il se pourrait que demain on vous dise que voilà, faudrait pas qu'on vienne vous reprocher une erreur là-dessus de ne pas avoir déclaré vos heures de délégation. En tant que conseiller, moi, je vous dirais, mettez-le sur du temps de délai quand même, parce que, à moins que vous puissiez prouver que l'employeur est OK là-dessus, si vous ne pouvez pas le prouver, ça pourrait vous être reproché. Donc, déclarez-le en temps de délai. Dans le cas d'une réorganisation des espaces de travail, le DS passe d'un bureau à un open space. Est-ce une modification des conditions que le DS peut refuser? Bonne question. Donc, un bureau, on est sur du travail isolé, on a son propre bureau pour soi pour travailler et on passe à un open space. On est sur une modification des conditions de travail, mais comme la condition de travail, le délégué syndical peut la refuser puisque ça peut impacter son mandat, c'est parfaitement possible. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été DS, mais salarié lambda, la modification se serait imposée à lui, il partait en open space. Le fait qu'il soit délégué syndical, il peut le refuser. L'impact sur le mandat, il est prouvable. Je peux parfaitement recevoir dans mon bureau, et pas en open space, des salariés qui viendraient vers moi quand je n'ai pas de local syndical, me faire part d'une doléance, d'une revendication individuelle ou collective. Vous viendrez me poser des questions. Donc, du coup, je peux garantir une confidentialité des échanges dans un bureau que je ne peux pas faire dans le cadre d'un open space. Donc, voilà, bien que ça ne soit qu'une modification des conditions de travail, le délégué syndical peut refuser cet open space. Okay. Lors d'une formation, on nous a dit qu'il n'y avait pas de délai pour poser les heures de délégation et à la dernière réunion, le président du CSE nous a dit que c'était 8 jours. Alors, c'est bonne question aussi. Les heures de délégation, c'est ce super pouvoir, vous avez compris, qu'a l'élu du personnel de pouvoir changer de casquette et d'abandonner les fonctions qui sont les siennes issues du contrat de travail contre la casquette élue du personnel. On ne peut pas vous reprocher de ne pas accomplir vos tâches puisque vous êtes passé d'une casquette travailleur à une casquette élue. Pendant ce temps-là, dans la mesure du possible, j'ai envie de vous dire, et par conscience professionnelle, essayez d'avertir que vous allez prendre des heures de délégation pour à la fois ne pas désorganiser le service ou l'entreprise, mais surtout pour ne pas faire peser sur vos collègues de travail la charge du travail que vous n'accomplirez plus. Rares sont les heures de délégation qui sont urgentes et elles sont généralement anticipables, donc essayez de prévenir. Mais le Code du travail n'impose aucun délai de prévenance pour poser des heures de délégation. Claquez des doigts, partez en heure de délégation. Ça, c'est clair et net. C'est un principe qui est reconnu. Le délai de 8 jours relève plus soit d'une mauvaise compréhension de la part du président du CSE, soit d'une volonté d'un peu vous entraver, d'accord ? Le délai de 8 jours, c'est le délai qui est aujourd'hui, suite à la mutualisation des heures de délégation, demandé de respecter. C'est un délai que l'on doit respecter si je suis amené à prendre plus d'heures de délégation que je n'en ai normalement, soit parce que je les ai stockées des mois précédents, soit parce que j'ai un collègue titulaire qui me donne des heures de délégation que lui n'arrive pas à dépenser. Mettons, j'ai 20 heures de délégation sur le mois. Si sur les mois précédents, j'ai stocké des heures de délégation, je peux aller chercher des heures anciennes pour en prendre, par exemple, 25. Donc, je vais avoir 5 heures de plus que les 20 que mon manager est censé, sur lesquelles je suis censé partir et que le manager est censé ne pas me voir pendant ce temps-là. Dès lors que je prends plus de 20 heures de délégation, ce qui est autorisé, d'accord, je dois prévenir pour ces 5 heures de délégation-là au moins 8 jours à l'avance. C'est-à-dire que si j'ai 20 heures de délégation, dans les 20 heures, je peux disparaître. Dans la seconde, il n'y a aucun délai de prévenance à respecter. Dès que je suis à la 21e heure, je dois respecter le délai de prévenance de 8 jours. Il en va de même pour un suppléant. Un suppléant, sauf accord, n'a pas d'heure de délégation. On est à 0. Donc lui, dès la première heure de délégation qu'il viendrait prendre parce qu'on lui en a donné, il est soumis à ce délai de prévenance de 8 jours.
passe à la question de Véronique. Que se passe-t-il si un membre du CSE ne veut pas faire la formation obligatoire? Peut-on l'obliger? Alors, c'est le principe du caractère obligatoire, c'est-à-dire que je dois la faire. C'est une obligation. Si jamais l'employeur ne vous organise pas la formation obligatoire ou que veut la refuser, l'employeur, derrière, il est passible d'une amende auprès de l'inspection du travail en cas de contrôle. L'inspection du travail peut vérifier si vous avez fait votre formation. Et nous qui sommes organisme de formation pour les CSE, on nous demande en début d'année N+1, tous les ans, de faire un bilan pédagogique et financier et on déclare les personnes qui ont suivi la formation, en fait. D'accord? Donc, en cas de contrôle, ils sont susceptibles de pouvoir justifier si vous avez suivi la formation ou pas. Maintenant, voilà, il y a obligatoire et obligatoire, il y a ce que dit la loi, puis il y a la pratique. À un moment donné, on ne va pas non plus vous séquestrer, vous attacher à une chaise pour vous forcer à suivre la formation. Ma foi, voilà, si vous ne voulez pas la suivre, alors qu'elle est très intéressante, hein, d'accord? Je prêche pour ma paroisse quand je dis ça, mais c'est une formation très intéressante. Si vous ne voulez absolument pas la suivre, l'employeur risque de vous demander un courrier pour se dégager de toute responsabilité en cas de contrôle de l'inspection du travail en disant « Moi, j'ai tout fait, je l'ai convoqué, je l'ai inscrit dans mes devis, je l'ai mis sur le plan, c'est elle qui ne veut pas. » Ma foi, voilà, elle m'a fait un courrier me disant que c'était son choix. Moi, je peux justifier en tant qu'employeur que j'ai fait tous les efforts possibles pour essayer de lui faire suivre la formation. Maintenant, voilà, on vous contraindra. Mais je vous incite à y aller. Émeric, et donc à la fin du mandat, tout ce que le salarié protégé a refusé précédemment s'impose à lui automatiquement? Ah bah, potentiellement, ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que la protection est terminée, la protection, vous le savez, hein, elle dure tout au long des mandats et 6 mois après la fin des mandats. Donc, histoire que l'employeur, dès le lendemain de la fin de votre mandat, il ne vous fasse pas payer les 4 ans de mandat que vous avez fait. Donc, derrière, il y a 6 mois de protection, mais au-delà des 6 mois, tous les refus que vous avez pu lui essuyer, il peut dire, bah, maintenant, les choses vont se modifier. D'accord? Attention à tout ce qui, ça marche dans le droit du travail comme dans tout le droit, à ce qu'on appelle l'abus de droit, c'est-à-dire abuser de son droit. Derrière, c'est toujours répréhensible. Donc, si l'employeur, derrière, il y a une espèce de vengeance derrière en disant bah, tu te rappelles tout ce que tu as refusé sur 4 ans, bim, ça va tout tomber maintenant, on serait sur une revanche, donc sur un abus de droit, donc je pourrais venir demander à l'inspection du travail que ces modifications de conditions de travail qui ne sont la résultante que de mes refus précédents sont une vengeance et qu'aujourd'hui elles dégradent mes conditions de travail et je pourrais demander éventuellement au CSE soit d'agir ou à l'inspection du travail d'intervenir. Je pense ne pas avoir manqué de questions, dites-le moi si c'est le cas. Non, c'est bon, impeccable. Je parle un peu vite du coup pour répondre à toutes les questions, mais j'ai un débit de parole assez important. Mais j'espère avoir été clair avec toutes les questions qui ont été posées pour le moment, s'il y en a d'autres à votre disposition. Émeric, désolé de ne pas entendre du coup, mais... Bah, du coup, oui, c'était est-ce que ça va? J'en ai une. Est-ce que le bureau du CSE doit être fermé à clé car il y a parfois des personnes qui l'occupent et on y peut y accéder? Alors, le local du CSE, son nom le porte bien, c'est le local du CSE. C'est-à-dire que c'est le CSE qui y est. Il peut faire venir éventuellement des salariés, des personnes, des fournisseurs, des avocats, des experts comptables pour discuter avec eux. Mais normalement, personne n'a vocation à être dans le local du CSE sans au moins un membre du CSE. Donc, le fait que des personnes squattent, c'est pas possible. C'est encore moins possible que l'employeur puisse aller farfouiller ce qui se passe dans le local du CSE, surtout quand il y a des armoires où contiennent des archives, des données personnelles, la comptabilité du CSE, etc. Donc oui, le CSE doit normalement pouvoir être fermé à clé. L'employeur doit vous remettre un jeu de clés, ne doit pas en disposer d'un. Par contre, au cas où on me pose la question dans la foulée, l'employeur a accès au local du CSE en présence d'un membre du CSE s'il le demande, parce que ça reste un local normalement qui est mis à disposition par l'employeur et qu'il est garant de la responsabilité, enfin de la sécurité de ce local et des salariés qui l'occupent. Donc voilà, de temps en temps, il peut demander à y avoir accès, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène ou de sécurité, savoir que tout est bien OK. Oriane, on doit avoir un local obligatoire, même pour les PME, c'est local obligatoire dès lors qu'il y a un CSE. OK. Qu'importe la taille de l'entreprise, parfois il y a des considérations architecturales qui empêchent qu'on ait vraiment un local complètement indépendant, auquel cas, ça s'est déjà vu. L'employeur externalise le bureau du CSE et loue un bureau dans un, vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça, pas un open space, mais dans un espace de coworking, et puis le bureau du CSE il est là-bas et les gens vont là-bas.
L'employeur doit nous procurer un local, donc oui, il doit procurer un local. Si ce local est trop éloigné du bureau du CSE, peut-on exiger un autre local? Alors, oui. Le problème, c'est que ça, j'imagine, Sylvie, que c'est la question d'une entreprise où il y a des établissements qui sont dispatchés un petit peu partout. Parfois, j'ai ma secrétaire du CSE ou mon secrétaire du CSE qui est à un endroit, le local qui est à 300 km. L'employeur n'est tenu que de me mettre en disposition un local. D'accord? Dès lors qu'il est fait, il n'a pas d'autre obligation de me donner quelque chose de plus, à moi en tant que secrétaire ou trésorier, par exemple, de négocier un bureau supplémentaire pour que je puisse y déposer mes archives, etc. Mais voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique d'avoir son bureau plutôt que de se déplacer et de faire 300 km pour déposer un PV du CSE dans l'armoire à archives. D'accord? Donc, il n'est pas tenu de le faire, mais par contre, ce serait raisonnable qu'il le fasse dans le cadre d'une négo. Ça marche? J'ai pas projeté, Émeric, je me rappelle qu'il m'avait demandé de projeter, je crois, en partage les coordonnées. Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour le faire. Je ne sais pas si je peux le faire, mais juste, peut-être que je vous le mets dans le chat privé comme ça, d'accord? Si vous avez des questions complémentaires à poser, en fait, vous pouvez nous les poser à l'adresse que je vous indique ici, qui est juridique@cabinet-du6concilium.com. Et voilà, si vous avez des questions dans le prolongement de cette jolie événement, en tout cas de cette intervention, que j'espère que vous aurez aimé. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question qui vient, n'hésitez pas à utiliser cette adresse-là. Précisez dans le corps de votre mail quand même, parce qu'on est 3 à tourner sur la même adresse. Et quand on ne connaît pas le destinataire, on se dit tiens, c'est qui c'est. Donc n'hésitez pas à dire je fais suite à la journée du CSE, à votre intervention, pour qu'on sache vous identifier et qu'on réponde derrière à votre question. Mais dans le prolongement de d'ici demain, après-demain, dans les 3 prochains jours, et des questions qui viendront peut-être, auquel cas on répondra gracieusement à toutes les questions que vous pourrez nous poser. C'est tout bon? Génial. S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite dans l'immédiat, je laisse Émeric reprendre la parole, bien que je ne l'entendrai pas. Et du coup, voilà, pour les autres, ce sera par mail éventuellement si vous avez des questions. Merci pour les retours, notamment celui de Benjamin, c'est très, très gentil. Sur le mot de la fin, n'hésitez pas, je rebondirai sur la petite phrase sur la formation tout à l'heure, mais encore une fois, je vous le dis, je prêche pour ma paroisse là-dessus, mais la formation, elle est hyper importante, d'accord? Faites-le, c'est primordial. C'est vraiment hyper important. Il y a nombreux élus qui, même certains ont beaucoup d'ancienneté, n'ont pas conscience en fait de toutes les répercussions réelles du mandat, et c'est vraiment hyper important de pouvoir le faire. Je laisse la parole à Émeric. Merci en tout cas à tous pour vos questions puis votre attention, et n'hésitez pas à prolonger les échanges et les questions sur l'adresse qui vous a été communiquée. Merci à tout le monde.